Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti avec un nouveau tirage. Et je vais prendre l'oracle de la voix céleste que je vais remettre à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi mes cartes elles se sont retournées. Voilà. Allez, on est go. Non, il y en a trop qui se sont retournés. Je ne suis pas d'accord. Alors, on a déjà... Qu'est-ce qu'on a? Je ne vois pas. Je crois que c'est Vénus. Ouais. On a Mercure. On a le Soleil. Mars. Et on a le Capricorne. Alors, on a déjà quelque chose d'assez concret qui se dessine. Vénus, c'est la valeur, l'argent, la relation, le désir, quelque chose qu'on cherche à obtenir ou à préserver. Mercure, on est sur de l'information, de la négociation, des stratégies, des documents, des révélations. Le Soleil, ça peut parler de visibilité, de vérité exposée, de reconnaissance, de quelque chose qui devient évident. Mars, on est sur le conflit, l'action, l'offensive, la compétition, la décision. Et Capricorne, ici on peut avoir une structure du pouvoir, de la hiérarchie, de l'ambition, de la construction à long terme. Si je mets Mercure, Soleil et Mars ensemble, ici on nous parle d'une information ou d'une parole qui met quelque chose en pleine lumière et qui provoque une action. Et avec Vénus et Capricorne autour, l'enjeu peut toucher une valeur concrète, contrat, position, réputation, projet ou intérêt matériel, voire financier. Et donc ça me donne une ambiance assez pro, assez business, assez pouvoir, assez négociation. Donc potentiellement avec du conflit derrière. Ok. Alors, j'ai le taureau et j'ai le bélier. Et décidément, il n'y a aucune maison ici qui veut sortir. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, quand même. On a la maison 12. Le taureau, lui, ça parle de ce qui est possédé, de ce qui est matérialisé. Donc, c'est les ressources, l'argent, le patrimoine, la stabilité. Donc, il renforce ici un peu Vénus par rapport à ça. Et le bélier, c'est exactement l'inverse. Là, on est plutôt dans la conquête, dans la décision, dans le passage à l'action, dans la confrontation. Et lui, il vient renforcer par contre Mars. Je vais le mettre ici et... Ouh, là. Mais au milieu de tout ça, on a la maison 12. Et donc, en gros, ce qui pourrait se dérouler derrière le rideau, ce qui est caché, qui est invisible, pourrait éventuellement représenter une manœuvre ou une situation dont on ne connaît pas encore tous les éléments. C'est pas forcément quelque chose de malveillant, mais simplement une partie de l'histoire qui n'est pas accessible au grand jour. Ok. Je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qui est en train de se préparer en coulisses? C'est peut-être juste une fête d'anniversaire. Alors, on va aller voir ce qui se passe en maison 12.
Alors, j'ai déjà un as de bâton. Et j'ai le monde. Ok. Alors, l'as de bâton, c'est le déclenchement. C'est une initiative, une décision, quelque chose qui démarre parce que quelqu'un passe à l'action. Avec Bélier et Mars, c'est suralimenté. On n'est plus dans la réflexion, mais il y a quelqu'un qui enclenche quelque chose ici. Et juste derrière avec le monde, on parle d'un cycle, mais aussi d'un passage à une autre dimension. Une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Et qu'est-ce que cet as de bâton est en train de mettre en marche? Alors, on a une reine de denier et un 4 de coupe. Donc, moi, je vois une énergie féminine, très ancrée dans le concret, mais qui n'est plus satisfaite de ce qu'on lui propose. Et ça colle parfaitement avec le Taureau et Vénus et Capricorne. On parle de ressources, de patrimoine, de sécurité, de gestion, de quelque chose qu'elle a construit ou qu'elle veut protéger. Ce qui est sur la table ne me convient plus. Et donc, il y a un refus d'une proposition, il y a un désengagement, voire même une lassitude de quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle refuse exactement? Elle refuse le 6 d'épée. Alors, normalement, le 6 des épées, c'est passer à autre chose, quitter une situation conflictuelle pour aller vers autre chose. Ici, le 4 de coupe refuse ça. Et donc, cette reine de denier, elle ne veut pas simplement tourner la page, s'éloigner ou abandonner le terrain. Je ne pars pas, je reste sur mon terrain et j'agis. Et on a l'air de dire ici que l'objectif à atteindre, ce serait d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour obtenir un résultat complet. J'ai mon chat qui fait des vocalises encore. Et donc ici, la maison 12 pourrait dire que son initiative n'est peut-être pas simplement... comment? C'est pas encore connu des autres. Mais pourquoi elle refuse de partir? Encore une histoire de peau. Bon, je suis désolée, j'ai dû mettre en pause pour aller calmer un peu les chats là parce qu'ils étaient occupés de se failliter. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Elle refuse de partir. Non, pardon, c'est pas ça que j'ai... Non, elle refuse le 6 des épées pour le 2 de l'épée inversée. En fait, elle refuse de partir parce qu'elle veut plus laisser la situation dans l'indécision ou dans les non-dits. Et donc, le 2 d'épée droit, ça maintient un équilibre artificiel. Mais inversé, il y a un verrou qui saute et il y a une décision qui devient nécessaire, une vérité qui ne peut plus être tenue à distance ou quelqu'un qui choisit enfin son camp. Et donc ça dit, très simplement, je ne vais pas me contenter de m'éloigner et de vous laisser gérer ça, il va falloir trancher. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Bon, et qu'est-ce qui doit être tranché? Après, on va aller voir le domaine exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 6 de coupe, le 5 de denier et le 8 des épées. Alors, le 6 de coupe, c'est ce qui est passé. Ça peut être des anciens liens ou quelqu'un avec qui existe une histoire. Le 5 de denier, ici on parle plutôt d'exclusion, de dette, de quelqu'un qui est laissé dehors ou qui est lésé. Et le 8 d'épée, là on est plutôt dans la possibilité d'agir librement, on est contraint et on est enfermé dans dans une situation. Et donc ça peut être un ancien lien qui a produit une situation concrète défavorable dans laquelle quelqu'un se retrouve coincé. Et il faut régler ça. Ou régler les conséquences. Et donc, le domaine. Attends, il y en a une qui s'est retournée. Le jugement, le 5 de bâton et le 7 de denier. Ok. Moi, ça me parle plutôt d'une décision, d'un verdict, d'un appel de dossier qu'on pourrait réexaminer. Quelque chose qui arrive au moment où il faut rendre une conclusion ici. Donc ça peut être judiciaire, administratif, mais pas forcément. 5 de bâton, ça c'est le 5 de bâton. Le conflit d'intérêts, l'opposition entre plusieurs personnes, où chacun défend ici sa position. Et le 7 de denier, c'est l'argent engagé, le travail effectué, ou l'attente d'un résultat ou d'un retour. On regarde ce qui a été investi et ce qu'on récupère. Donc je mets le professionnel financier avec une dimension de contentieux ici. Il y a quelque chose qui a été investi ou fourni ou construit dans le passé et il y a une perte ou un manque et il y a une décision maintenant qui doit intervenir. Mais avec le jugement, moi je vois pas forcément tribunal, hein. Ici ça peut être une décision officielle, examen d'un dossier ou d'un règlement de compte au sens littéral. Et donc dans cette affaire, quelle est la fonction concrète de la reine de denier? On a une reine de coupe. Ensuite, j'ai le magicien, le cavalier de coupe et la force. Non, il ne veut pas tenir. Je vais le mettre là. La reine de coupe, elle exerce probablement une fonction où elle reçoit, elle écoute, elle accompagne. Ça peut être une professionnelle, mais cette carte permet pas de dire si c'est un psy ou un médecin. Le magicien, là, on ajoute une compétence professionnelle ou technique. C'est quelqu'un qui sait faire, qui dispose d'outils, qui intervient concrètement et qui peut initier une démarche. Donc ça renforce l'idée que la reine de denier représente une fonction. Le cavalier de coupe, ça montre qu'elle intervient auprès de quelqu'un. Elle transmet quelque chose, elle fait une proposition ou elle apporte une réponse ou elle pourrait servir d'intermédiaire. Et la force, si on parle de maîtrise, d'autorité, de capacité à gérer une situation délicate. Un peu comme pour contenir quelque chose ou quelqu'un.
Et c'est quoi la nature de son métier ou de son intervention? Attends. Alors, j'ai le 7 de coupe, la grande prêtresse et le roi de coupe, mais féminin. Alors ici, la grande prêtresse, elle est centrale. On parle de confidentialité, de connaissance d'un dossier, d'un secret professionnel. C'est quelqu'un qui sait des choses que tout le monde ne sait pas. Le roi de coupe féminin, ça renforce une femme qui doit garder et maîtriser, mais rester neutre face à une situation qui est chargée émotionnellement. Et donc, elle reçoit quelque chose sans se laisser embarquer dedans. Et avec le 7 de coupe, elle analyse les possibilités avant d'orienter ou de conseiller. Moi, ça me fait penser plutôt à une avocate ou un professionnel de soins. Mais on assiste quand même sur une femme qui occupe une posture professionnelle de confiance et de confidentialité. Je vais prendre l'oracle des miroirs parce que je veux connaître son rôle précis en fait dans ce tirage. Alors, j'ai l'instabilité, la famille et l'étranger. Ici, on est probablement dans une affaire familiale. Ou au minimum une affaire dont le cœur concerne une famille. L'instabilité, ici, on pourrait dire que la structure familiale, elle est perturbée. La famille, ce serait le noyau pardon, du dossier. Et l'étranger, soit c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, soit il y a une distance géographique, ou soit c'est une personne extérieure au cercle familial qui intervient ici. Ok. Quel rôle précis cette femme est là dans cette affaire familiale? Oh, attends. Oula, la carte de la fécondité et du bouclier inversé. Ok. C'est assez particulier ça. Il y a quelque chose qui ne peut pas se développer ou qui ne produit pas le résultat attendu ici. Et dans un contexte familial, ça peut aussi toucher mais la descendance ou la filiation, mais c'est qu'une piste. Hein. Et le bouclier inversé, c'est une protection défaillante. Donc il y a quelqu'un qui est plus protégé ou une personne qui était censée protéger ou sécuriser quelque chose ne le fait plus. Et donc cette femme, elle est liée à quelque chose qui n'a pas pu se construire ou se transmettre normalement et à une protection qui fait défaut. En gros, c'est ça. Mais est-ce que cette femme, elle appartient à la famille concernée ici? Attends, parce que je crois que... Ah, mais j'ai mon jeu qui s'est retourné. Attends.
Le boomerang. Ouh. Pardon. Moi, ça m'évoque un retour à l'origine ou un retour vers quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que ça renforce un peu ce côté histoire ancienne qui revient mais dans le cercle familial, hein. Donc ouais, ça pourrait être une transmission, une protection familiale défaillante, avec des conséquences. Et qu'est-ce qui revient aujourd'hui avec le boomerang? La femme est inversée. Oh. Et en d'autres paquets, j'ai la joie. Il y aurait quelque chose concernant cette femme qui revient, mais sous une forme problématique par contre. Une position renversée, une image remise en question, une situation qui se retourne contre elle, ou une femme qui n'occupe plus sa place comme avant. Et la joie en deux de paquets, ça crée quand même un gros contraste parce que derrière ce retournement, il y a un soulagement, une issue favorable ou quelque chose qui réjouit ici quelqu'un. Et donc j'ai presque envie de dire qu'on est sur une histoire familiale ancienne qui revient et qui provoque un retournement concernant une femme. Et ce retournement libère ou avantage quelqu'un d'autre. Mais c'est qui cette femme? Mais pour ça, je vais prendre plutôt le petit Lenormand. Alors, qui est cette femme inversée et quelle place elle occupe? Voilà. J'ai le trèfle et la tour. Ok, je vais encore en prendre une. Ça a l'air pas mal. Et les cigognes. Et ben en fait, elle peut représenter une institution, une administration, une structure officielle, mais également quelqu'un de séparé ou isolé du groupe ici. Et donc cette femme, elle pourrait être extérieure à la famille et intervenir depuis une position professionnelle ou institutionnelle. La cigogne, ça parle de changement de statut, de transition, de déplacement. Mais dans une question familiale, ça peut aussi évoquer une grossesse, une maternité. Mais je vais peut-être pas partir là-dessus tout de suite. Et le trèfle, c'est un événement favorable, une ouverture, une opportunité qui se présente, mais soudainement. Et donc ce serait une femme liée, pas liée, mais elle intervient à l'occasion d'un changement de situation. Et elle ouvre une possibilité qui n'existait pas avant. Et quelle est cette institution qui est représentée par la tour? J'en ai déjà deux. Et j'ai la troisième. Alors,
J'ai le renard. Non, pas le... Pardon, le jardin d'abord. La consultante et le renard. Le jardin, ça c'est tout ce qui est environnement extérieur, organisation, sphère publique ou sociale. La consultante inversée, c'est une femme en position problématique ou qui n'a pas sa place habituelle. Ce qui fait écho avec la femme inversée qui est là. Et le renard, ça parle de travail, de profession, mais également de stratégie, d'intérêt personnel, de tromperie, selon les cartes qui suivent. Et donc, moi, ça commence à me faire sentir le milieu professionnel institutionnel, une structure, un réseau ou un organisme et une activité professionnelle. Et la femme se trouve précisément au milieu de cet environnement. Et quel événement concret provoque le changement de situation de cette femme? J'ai la clé inversée. J'ai le cercueil. Et j'ai le mont. Alors la clé inversée, ça montre qu'il y a une solution qui ne fonctionne plus, il y a un accès refusé, une impossibilité de résoudre ou de maintenir quelque chose. Le cercueil, c'est la fin d'une situation ou d'une fonction. On ne dit pas ça comme une mort physique ici. Et la montagne, c'est du blocage mais durable. Et donc, il y a quelque chose qui lui est fermé à cette femme. Sa situation s'arrête et elle se retrouve face à un blocage. Et donc, on pourrait être face ici à un retournement de situation qui touche cette femme elle-même avec le boomerang et la femme inversée. Et donc, avec la tour, le jardin et le renard juste avant, ça pourrait concerner sa place dans une structure ou une organisation, voire dans une activité professionnelle, et il y a quelque chose qui vient compromettre ou arrêter cette position. Et qu'est-ce qui lui ferme la porte? Ce serait la suite de tout à l'heure. Oh, le serpent. Les poissons. Et l'ours. Bon, ici, on est apparemment sur une cause plus matérielle. Serpent, c'est rivalité, trahison, stratégie détournée, quelque chose qui n'est pas transparent. Ça peut aussi représenter une autre femme, mais je ne vais pas encore ici l'imposer. Poisson, c'est tout ce qui est flux financier, ressources. Et vu la quantité de deniers et avec, avec le signe du taureau, ça confirme assez bien. Et l'ours, on parle de pouvoir, d'autorité, de personnes dominantes, mais également de gros intérêts financiers ou une protection des ressources. Et donc, il y aurait un problème financier qui implique des intérêts importants et une personne ou une structure en position de pouvoir qui provoque son blocage. Ok. Et le problème avec l'argent? C'est quoi? On a l'encre. On a l'arbre inversé. Et qu'est-ce qu'on a? On a les nuages inversés.
L'encre, c'est souvent pardon, lié au travail ou à une position ou à une sécurité matérielle. Mais avec les poissons, ça peut bien parler allez, d'argent immobilisé ou un attachement à une situation durable. L'arbre inversé, il y a une structure qui devait être solide mais qui ne l'est plus. Il y a un problème de fond, des racines atteintes, et vu l'écart de la famille précédemment, racines, ça peut aussi avoir une dimension familiale et patrimoniale ici. Et nuage inversé, le brouillard se dissipe, ce qui était confus devient compréhensible et on voit enfin où se situe le problème. Et à quel titre cet argent il existe? La carte de l'enfant. Bon, la lecture la plus directe, c'est qu'on pourrait dire que cet argent est lié à un enfant, mais pas forcément. L'argent appartient juridiquement à un enfant. J'ai envie de dire que l'enfant est la raison, le bénéficiaire, l'origine ou l'enjeu de ses ressources. Et donc on pourrait ici avoir un problème concernant de l'argent ou un patrimoine lié à un enfant, mais dont la gestion ou le contrôle est détenu par quelqu'un d'autre, mais en position de pouvoir. Et le lien entre la femme inversée et cet enfant, on a le livre qui concerne le secret, le silence, et on a les souris. Oh. Bon, ici, c'est assez lourd. Allez, on s'accroche. Le livre, donc comme je disais, c'est tout ce qui est information cachée, secret. Mais ça peut parler de documents ou de comptes. Comptes bancaires. Les souris, là on est sur une perte progressive, quelque chose qui disparaît, qui est grignoté pardon, ou détérioré. Et donc, on pourrait en effet être sur une transmission patrimoniale ou financière destinée à un enfant ou des descendants, mais qui aurait été diminuée, empêchée ou gérée d'une manière cachée. Et l'origine de cet argent lié à cet enfant? La lune. La lune, ça parle notamment de ce qui je vais dire de ce qui révèle, de ce qui relève pardon, de l'émotionnel, de l'intime, de la reconnaissance et parfois de la figure maternelle. Et ça, c'est selon les méthodes utilisées avec le petit Lenormand. Mais ici, dans ce tirage, moi, ça me parle de quelque chose qui concerne l'enfant et la perte qui reste dans l'ombre et qui n'est pas révélée. La nature exacte de cette transmission. On a les chemins. On a le chien. Et on a la croix. Alors les chemins, on parle de choix, de répartition, mais ça peut aussi concerner plusieurs bénéficiaires ou plusieurs directions possibles. Donc moi, ça me parle plutôt d'une transmission qui reçoit quoi et vers qui ça va. Le chien, c'est la personne de confiance, donc c'est quelqu'un de loyal ou comment je veux dire, à qui quelque chose est confié.
Et donc, si c'est avec notre question financière, ben, le mot confier, ça peut devenir intéressant ici dans l'histoire. Et la croix, c'est une charge lourde, une obligation, quelque chose qu'on porte. Et parfois une situation familiale ancienne dont on pourrait hériter au sens figuré, mais pas nécessairement sur la succession juridique ici. Et donc, il y a une répartition ou un choix concernant quelque chose qui était destiné à un enfant, impliquant une personne de confiance qui avait une responsabilité et une charge à assumer. Et qui avait la responsabilité de protéger ou gérer ce qui était destiné à l'enfant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, parce que là, moi ça me parle pas. Hein. C'est comme le précédent tirage, ça me parle pas. Enfin, quand je dis ça me parle pas, ça veut dire que je connais pas quelqu'un qui est concerné, ou ça me concerne pas. Alors, on a le consultant, et on a le bouquet inversé. On avait eu la carte de la joie là tout à l'heure, inversée. Non, elle n'était pas inversée, elle était droite avec l'oracle des miroirs. Bah, il est là. Regarde. Ok. Bon, là, on bascule sur un homme, parce que le consultant, ça désigne très concrètement une figure masculine. Et le bouquet inversé dans ce contexte, ça peut parler d'un avantage, d'un cadeau, d'un bénéfice ou d'une chose qui est destinée à être reçue mais qui ne l'est pas correctement. Donc un cadeau retiré, un bénéfice empêché ou une promesse qui tourne mal. Et donc ici, il y avait un homme qui avait un rôle central vis-à-vis d'un avantage ou d'un bien destiné à un enfant. Et il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la transmission ici. Et le lien qui unit le consultant à l'enfant ici? On a la tranquillité et l'accusation. Ouais, ça décrit plutôt sa position dans l'affaire ici. L'homme était tranquille, installé, pas inquiété, avec une situation bien stable. Et l'accusation, mais cette tranquillité, elle est confrontée à un reproche. En fait, on lui demande des comptes ici. Et ça raccorde bien avec le boomerang de tantôt, qu'il y a quelque chose d'ancien qui revient à quelqu'un là. Et donc, il y a un homme qui semblait à l'abri, mais qui est remis en cause dans une ancienne affaire concernant des ressources destinées à un ou plusieurs enfants. Il y a quelque chose dans la transmission qui aurait été caché ou qui aurait entraîné une perte, et l'affaire, elle remonte ici aujourd'hui. Et de quoi cet homme est accusé exactement? Travail, victoire et voyage. Ici, ça peut parler d'activités pro, d'entreprise, d'opérations réalisées, dossier sur lequel quelqu'un a travaillé ici.
Et victoire, ça peut être un bénéfice obtenu, un résultat favorable, un avantage qui a été remporté. Et le voyage, ça parle, pardon, de déplacement, d'éloignement, de transfert d'un endroit vers un autre. Mais on avait déjà eu tout à l'heure cette carte de l'étranger. Et donc, il pourrait être mis en cause pour quelque chose réalisé dans un cadre professionnel qui lui a procuré un avantage et qui implique un déplacement, un transfert vers l'extérieur ou à l'étranger. Et donc, il pourrait y avoir une affaire financière impliquant une famille ou des enfants plutôt qu'une succession classique ici. Mais que représente concrètement ce voyage? Pardon. Alors, j'ai le changement inversé et j'ai la parole. Donc ici, on a quelque chose qui n'a pas bougé. Il y a une modification qui devait intervenir, mais qui n'a pas eu lieu. Et la parole ici, ça peut parler d'engagement verbal, de témoignage, de promesse, de conversation. Et donc un changement ou un transfert annoncé ou promis, mais qui n'a jamais eu lieu. Mais de quoi cet homme est-il accusé, en fait, ici? Ouf, de trahison. Ok. Et sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? La clairvoyance. Magnifique. Et en d'autres paquets, j'ai la loi. Donc en fait, ici, on serait sur une ancienne opération ou un engagement qui n'aurait pas été exécuté comme prévu. Et il y a quelqu'un qui découvre ou qui comprend aujourd'hui ce qui s'est réellement passé et ça entraîne une mise en cause sur le terrain légal. Et la trahison concrète qui est découverte. J'ai la carte de la naissance. J'ai la carte de l'homme. Et j'ai la carte de la joie. Ok. Ben moi, je pense sérieusement que la chose qui est cachée ici, ça concerne vraiment une filiation, une naissance, ou les conséquences juridiques financières d'une filiation. Ça pourrait expliquer, pardon, pourquoi on a une femme inversée. C'est une femme qui est peut-être mise en difficulté parce qui est révélé autour de cet homme et d'une naissance. Et le secret concernant cette naissance et cet homme, je ne peux pas la montrer. C'est la sexualité. Je vais la retourner. Sinon, je vais me faire réprimander par YouTube. Donc, on est sur une relation charnelle qui est tenue secrète et qui aurait conduit à une naissance et quelque chose concernant l'identité. L'affiliation ou les droits liés à cet enfant n'auraient pas été correctement expliqués. Une information cachée qui vient à la lumière. Et si c'est une filiation qui jusque-là a été cachée, ou différente de ce qui était officiellement admis et révélé, ça peut bouleverser des droits, une transmission ou un patrimoine.
Et donc le secret, ce serait la filiation. Et la question patrimoniale, c'est quoi? C'est la conséquence. Mais est-ce que le secret porte sur l'identité du père? Oh, 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 ta, 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 ta. On a un roi de coupe. Je vais encore en prendre une. Et un 3 de coupe. Alors, je vais essayer de... Histoire que tu vois un peu mieux les cartes. Là, on a une petite piste vachement croustillante. Le roi de coupe, ça représente ici un homme qui est impliqué affectivement et intimement. Donc, c'est pas la carte d'un simple gestionnaire financier ou d'intervenant extérieur. Le 3 de coupe, ça ajoute une troisième personne, une relation parallèle, une situation triangulaire comme possibilité. Mais pris tout seul, ça peut parler d'entourage, de fêtes, de réunions. Mais après la trahison, l'homme, la naissance et la sexualité, la lecture du tiers dans une relation devient vachement plausible. Et donc, concrètement, ce serait une relation intime impliquant un homme et une tierce personne qui aurait entouré à la naissance d'un enfant, et cette histoire n'aurait pas été connue ou reconnue telle qu'elle était réellement. Ce qui explique potentiellement le truc de la femme inversée. Et donc, il y aurait une autre femme dont la position est directement affectée par cette histoire. Ouh. On a un valet de coupe et on a un 5 de coupe. Valet de coupe inversé. Allez, ça devient encore un peu plus sombre, sinon c'est pas drôle. Ça peut représenter une nouvelle affective qui n'est pas exprimée. Un sentiment dissimulé, une annonce qui se fait pas, voire quelque chose concernant un enfant qui n'est pas présenté plutôt ouvertement. Parce que le valet, ça peut aussi symboliser une jeune personne. Et le 5 de coupe derrière, ça parle de perte, de chagrin, de conséquences émotionnelles d'un événement, mais qui est passé. Et donc, il y a quelque chose ici, issu de cette histoire, qui n'a pas été annoncé ou reconnu ouvertement. Et qui aurait laissé un profond regret. Et qu'est-ce qui finit par être découvert ? Ouf, le 10 d'épée et le diable inversé. Ok. Moi, je le vois comme une vérité qui est extrêmement douloureuse, qui fait sauter un secret, une emprise ou un mensonge, mais ancien. Et le diable inversé, c'est précisément quelque chose dont on se libère et dont le mécanisme caché cesse de fonctionner. Oh, pop, 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 pop. On avait le poisson, les poissons et l'ours tout à l'heure, qui parlent d'argent et d'assises matérielles.
Et on avait le serpent juste là. Oh putain, je crois que j'ai découvert le truc. J'ai compris. J'ai compris. Il y a un homme ici qui pourrait découvrir la réalité d'une filiation, mais qui n'est pas celle qu'il croyait. Et cette découverte, en fait, elle ferait apparaître possiblement une tromperie ancienne, mais avec un enjeu financier et patrimonial important derrière. Oh, je vais clarifier, mais ça pue. Ça pue. Ouais, ça pue. Ah, ça c'est très 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 particulier. Le roi de denier ici, il se croyait dans une position bien solide et légitime, un homme installé, pourvoyeur, figure qui assure matériellement. Et vu tout le pognon qui est sorti précédemment, son assise financière semble très importante ici dans l'histoire. Mais. Et il y a quelque chose qui doit être défendu avec ce set de bâtons contre une contestation. Une position présentée comme acquise, mais qui n'est peut-être pas tout autant. Et dans une question spécifiquement posée sur la paternité, pardon, je vais y arriver, ça peut très bien représenter une filiation paternelle susceptible d'être contestée. Parce que le set de bâtons, il ne dit pas qu'il est le père biologique. Et le hiérophante, celle-là, elle est énorme dans ce contexte parce qu'on préserve la famille officielle, le statut, la respectabilité, une institution ou un cadre reconnu. Et donc le hiérophante peut également toucher au mariage ou à ce qui est socialement ou légalement consacré. Et donc le secret pourrait avoir été maintenu non seulement pour l'argent, mais pour conserver une construction officielle. C'est-à-dire père reconnu, famille établie, statut et sécurité matérielle. Et là où c'est carrément tordu, c'est que l'argent serait une composante du système à préserver et pas nécessairement l'unique mobile. Ouh, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, pour ceux qui n'auraient pas capté, on parle pas simplement d'un enfant caché ici. Ce serait un homme installé dans son rôle de père et qui est convaincu de sa paternité et qui découvre que la filiation sur laquelle il a construit une partie de sa vie ne pourrait pas être biologique. Et donc concrètement, c'est un père qui découvre qu'il pourrait ne pas être le père biologique. Oh putain. Mais est-ce que la mère a volontairement organisé une fausse paternité là, dans ce... Putain, ce serait dingue ça quand même. L'ermite. Ben, l'ermite, ça peut représenter l'homme qui se retrouve seul face à une vérité et qui doit remonter dans le passé pour comprendre. Et il va chercher la vérité lui-même.
Et qu'est-ce que l'ermite va découvrir en remontant le fil? Une reine d'épée. Donc là, on arrive sur une femme. Et pas sur une reine de coupe toute bouleversée, hein. Une reine d'épée, donc quelqu'un qui est associé à la décision, au discours, à la vérité, à la coupure ou à une position très rationnelle. Et ça pourrait enfin nous raccrocher à notre femme inversée tout à l'heure, laissée sur le bord de la route. Mais on ne sait pas si c'est la mère, mais ça pourrait être elle, hein. Mais évidemment, ça pourrait également être la femme qui détient cette information. Une proche, un témoin, une amie de la famille, une avocate. Et qui est cette reine d'épée par rapport à l'homme? Putain, je sais pas qui est cet homme, mais... vous imaginez, au bout de 25 ans, on vous dit « Ah ben non, en fait, c'est pas toi le père. » Ok. J'ai la carte de l'empereur. Bon, ici, ça nous donne pas directement le lien familial, mais ça nous dit surtout que cette reine d'épée est directement liée à la position de cet homme en tant qu'empereur. Donc on parle de quoi? Chef de famille, père, autorité, celui qui tient la structure. Et dans ce tirage, après tout ce qu'on vient d'avoir, la dimension paternelle de l'empereur devient complètement évidente, hein, ici. Et donc la reine d'épée, elle détient une vérité qui concerne directement son statut de père, sa place d'homme à la tête d'une structure familiale. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et alors là, je vais aller chercher une ambiguïté absolument géniale. Est-ce que c'est elle qui a créé le secret ou c'est celle qui va le révéler? Oh. Le 3 d'épée qui la place directement dans la blessure, la trahison ou la rupture de confiance qui touche directement l'empereur. Et donc l'empereur découvre une vérité concernant une femme et une ancienne relation impliquant un tiers, et cette vérité vient directement fracasser sa certitude concernant sa place de père. Et qu'est-ce que cette reine d'épée a fait à notre empereur? Ah, mais elle a l'air très sympathique, cette petite dame, hein. Putain, mais il y en a quand même pour le pognon qui sont prêts à tout, hein. Ouh, fou, la 2 de denier. Ah, putain, ça sent la double gestion en plein nez, quoi. Le 2 de denier, c'est on jongle entre deux réalités. On maintient deux situations simultanément. Et donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, ici c'est difficile de ne pas envisager deux hommes ou deux possibilités autour de la conception du bébé. Et donc elle a jonglé et maintenu l'empereur dans une version de l'histoire qui préservait quoi? L'équilibre financier et matériel. Et donc en gros, il y avait une possible incertitude ou une autre relation, et elle aurait laissé l'homme matériellement installé endosser la paternité, sans révéler toute la situation. C'est une blague ou quoi? Putain. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui déclenche le doute chez l'empereur? Parce que ça, ce sera notre point de départ concret. Ouh, le pendu. Oh putain, ça c'est presque insolent, quoi. Le pendu, c'est pas forcément quelqu'un qui débarque avec une révélation, mais c'est plutôt un élément qui lui fait soudain regarder l'histoire à l'envers.
Et donc, ce qu'il est considéré comme évident ne l'est plus. Et qu'est-ce qu'il voit ou apprend qui lui fait changer de perspective, là, soudainement? Ouh, le valet d'épée. Eh ben, ça, c'est le déclencheur. Le valet d'épée, c'est l'information qui fait tiquer. Une observation, un message, une parole, une question. Quelqu'un qui enquête ou qui rapporte quelque chose ici. Il y a quelque chose qui arrive aux oreilles de l'empereur et qui fait regarder toute l'histoire autrement ici. Et donc, notre empereur, il fait quoi? Il commence à vérifier une histoire qui n'avait jusque-là aucune raison de remettre en question. Mais il y a quand même une possibilité hyper croustillante, je vais quand même la balancer. C'est que le valet, ça peut aussi, c'est un peu tordu, hein, mais représenter une jeune personne. Donc, comme ça tourne autour d'un enfant, c'est pas impossible que l'enfant lui-même dise, découvre ou fasse apparaître quelque chose qui déclenche la remise en question. Et que contient ou révèle ce valet d'épée? Un 10 de denier. Un 3 de denier. Des deniers, toujours des deniers. Et un valet de bâton. Putain, le 10 de denier ici dans ce tirage, c'est énorme. On parle de famille établie, de lignée, de patrimoine, d'héritage, de structure familiale, mais sur plusieurs générations. Et c'est précisément la carte qu'on attendait là tantôt, depuis tout à l'heure, pour que la dimension patrimoniale devienne solide. Ben là, on y est. Hein. Le 3 de denier, c'est quelque chose qui a été construit à plusieurs, donc une structure organisée, donc des personnes qui ont participé à une même construction. Ça peut même être dans un cadre pro ici, mais comme c'est coincé entre un 10 de denier et un valet de bâton, je continue de privilégier la structure familiale et patrimoniale. Et donc le valet de bâton, jeune personne, élément nouveau qui surgit et qui met quelque chose en mouvement. Et donc, je crois que le valet d'épée qu'on a eu tantôt, il pourrait découvrir ou apprendre quelque chose concernant la composition réelle de la famille. Et c'est cette information qui touche directement ce qui a été construit ou transmis. Et le 10 de denier, il sort exactement au moment où on cherche ce qui déclenche cette remise en question. Et donc, il y a une nouvelle information ici qui concerne un jeune ou la composition de la famille qui fait apparaître une incohérence. Et donc, il y a plusieurs personnes ici qui sont au courant et qui ont maintenu en fait cette version de l'histoire. Putain, ça doit être super les repas de famille chez eux. Et qui apporte cette histoire à l'empereur? C'est la justice. Et pourquoi la justice? Ah, j'aimerais pas être à la place de l'empereur là. Hein. Parce que le roi de bâton. Et en dos de paquet, j'ai le roi d'épée.
féminin. Bah ici, c'est peut-être même pas quelqu'un qui vient spontanément lui raconter le secret, mais c'est une procédure, une décision ou un dossier officiel, voire une démarche juridique qui fait émerger l'info. Donc la justice, elle intervient à cause d'un homme, le roi de bâton, et derrière, on trouve une femme liée à une trahison ou une triangulaire, et ce 3 d'épée féminin fait écho à la reine d'épée, et ça ouvre surtout une possibilité qu'on n'avait pas envisagée. Et si l'empereur et le roi de bâton étaient deux hommes différents? Il y aurait une procédure impliquant un autre homme qui fait apparaître une information qui conduit l'empereur à remettre sa propre paternité en question. Oh putain. Et c'est qui le roi de bâton par rapport à l'enfant en fait? Ouf, la tour et la reine de bâton. Oh. Bah, la tour, c'est la révélation qui fait exister une construction existante. Il y a quelque chose qui tombe brutalement parce qu'il n'y a plus de fondation. Et dans notre histoire de filiation, c'est parfaitement raccord avec ce 10 d'épée le pendu. Il y a une certitude familiale qui s'effondre. Et donc le roi de bâton semble surtout relié à cette femme. On obtient même un couple miroir. Roi de bâton, reine de bâton. Et donc ça peut représenter deux personnes ayant entretenu un lien très fort, passionnel, très passionnel. Et ça peut raconter une histoire d'une procédure concernant cet homme qui fait apparaître son lien avec cette femme. Et cette révélation provoque l'effondrement de la version officielle de l'histoire. Et donc, l'empereur, qui est le roi de denier, c'est l'homme installé potentiellement et fort certainement le père officiel. La reine de bâton, la reine d'épée, la mère. Et le roi de bâton, un autre homme lié à elle, dont l'apparition arrive dans une affaire de justice et qui fait sauter tout le secret. Et la nature du lien entre le roi de bâton et la reine de bâton, qu'on a vu tout à l'heure. Le 9 de denier. Ah bah là, ça répond très cachement, patrimoine personnel, indépendance matérielle, confort, intérêt financier. Point. Et donc, c'est une tromperie autour d'une filiation qui aurait permis de maintenir une situation financière avantageuse et une procédure judiciaire qui implique l'autre homme qui fait aujourd'hui ressortir ce qui est caché. Mais la question, c'est est-ce qu'ils l'ont fait ensemble pour l'argent? Est-ce que le roi de bâton et la reine de bâton étaient tous les deux au courant là, de cette filiation? As de denier. Eh ben, très clairement, ça répond par l'argent, les avantages concrets, les opportunités matérielles, le patrimoine, le bénéfice. Et donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'était directement rattaché à un intérêt matériel. Et donc, cet empereur, ou ce roi de denier, aurait assumé une paternité sur laquelle il ne savait pas tout. Et une femme et un autre homme auraient connu une autre réalité concernant la conception, tout en maintenant une situation qui présentait un avantage très matériel et très concret.
Et il y a une affaire judiciaire qui implique l'autre homme qui fait aujourd'hui émerger l'information et qui provoque l'effondrement de la version familiale de la structure. Et donc, on est sur un adultère. Et pourquoi le roi de bâton se trouve face à la justice? Parce que le 4 de bâton. Parce que la justice, elle intervient dans une affaire concernant le foyer, le couple ou la structure familiale officielle. Donc, lors d'un divorce, ou d'une filiation, ou d'une reconnaissance, ou des droits liés au foyer, avec des conséquences patrimoniales sur la structure familiale. Pardon. Et donc, ce 4 de bâton avec la justice, ça touche une affaire familiale ou en rapport au foyer qui ouvre carrément la boîte de Pandore. Voilà, voilà. Bon. Eh ben, sur cette histoire tordue, je vous laisse. Je vais aller faire dodo. Bon, en tout cas, j'espère que vous connaissez personne qui vit ça, ou j'espère sincèrement que vous n'êtes pas la personne qui vit ça. Vous me mettrez en commentaire. Mon Dieu, mon Dieu. On vit dans un drôle de monde, hein, quand même. Enfin. Bon, allez, je vous laisse. Salut, salut.